Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Violence préélectorale, l'Union progressiste au chevet des militaires blessés lors des violences. Des responsables du parti leur ont rendu visite à l'hôpital d'instruction des armées. Ce mercredi 28 avril 2021, c'est la journée de la sécurité et de la santé au travail. L'objectif de cette journée est de faire la promotion de la prévention des accidents et des maladies professionnelles à travers le monde. La ministre du Travail nous en parle dans ce journal. Et dans cette édition, mesdames et messieurs, nous irons à la découverte d'un nouvel instrument de musique, une innovation d'un jeune batteur béninois. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal. Le président Patrice Talon reçoit toujours les félicitations non seulement des chefs d'État et du gouvernement, mais aussi d'autres institutions. Le Koweït s'est également prêté à l'exercice. On écoute Marcel Arrossi. Son Altesse l'émir Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Yaber Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, félicite son Excellence Patrice Talon, président de la République du Bénin. Son Altesse l'émir exprime ses sincères félicitations à son Excellence pour sa victoire à l'élection présidentielle en tant que président de la République du Bénin pour un second mandat présidentiel. Il saisit l'occasion pour saluer les liens solides entre l'État du Koweït et la République du Bénin et affirme l'aspiration commune à poursuivre et consolider les relations entre les deux pays amis dans divers domaines. Son Altesse a souhaité d'une part à son Excellence plein succès et santé et d'autre part à la République du Bénin et son peuple ami progrès et prospérité. De même, le Conseil des ministres a salué les relations amicales entre l'État du Koweït et la République du Bénin et a affirmé l'aspiration commune à poursuivre et consolider les relations entre les deux pays amis dans divers domaines. Les présidents de la Côte d'Ivoire, du Togo, le sultan d'Oma, le secrétaire général de l'OIF ont adressé leurs félicitations au président Patrice Talon pour sa réélection à la tête du Bénin. Suivons la compilation de ces messages avec Jérôme Humbo. Monsieur le Président et chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, nos très vives et chaleureuses félicitations. En vous renouvelant sa confiance, le peuple béninois réaffirme sa volonté de vous voir poursuivre l'œuvre de progrès économique et social que vous avez si bien entamée lors de votre précédent mandat. En cette heureuse circonstance, il me plaît de former pour vous des vœux de santé, de prospérité et bonheur, de même que ceux de succès éclatants dans l'exercice de vos hautes fonctions. Pour ma part, je voudrais vous assurer de ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement des fructueux et agréables liens de fraternité et de coopération qui unissent si heureusement nos deux pays pour le bonheur de nos deux peuples respectifs. Hautes et fraternelles considérations. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire. Monsieur le Président, chers frères, votre réélection à la magistrature suprême de votre pays, à l'issue du scrutin du 11 avril 2021, m'offre mes chaleureuses félicitations pour cette confiance que le peuple béninois vous a renouvelée.
Profondément attaché aux relations d'amitié et de fraternité qui unissent nos deux peuples, je vous réitère mon entière disponibilité à poursuivre le renforcement de la coopération multiforme entre nos deux pays pour la promotion d'un développement intégré et durable. Je forme le vœu que cette nouvelle mandature soit couronnée de succès pour vous-même et empreinte de paix, de progrès et de prospérité pour le Bénin. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes compliments renouvelés et l'assurance de ma très haute considération. Cordialement, Fort et Sobzimna Nyasingbe, Président de la République du Togo. Monsieur le Président de la République, à l'occasion de votre brillante réélection à la tête de votre pays, je vous adresse mes sincères félicitations et je vous souhaite plein succès dans la conduite de votre peuple ami du Bénin pour davantage de progrès et de prospérité. Sa Majesté Haïtam bin Tariq, Sultan d'Oman. À l'issue du scrutin du 11 avril dernier, les Béninois ont décidé de vous renouveler leur confiance en vous accordant majoritairement leur suffrage. Après la publication des résultats électoraux définitifs par la Cour constitutionnelle, il m'est agréable de vous adresser, au nom de la famille francophone et en mon nom personnel, mes plus vives félicitations pour votre réélection à la présidence de la République du Bénin. Vous pouvez compter sur l'Organisation internationale de la francophonie pour appuyer les actions que vous envisagez d'engager dans ce nouveau chapitre de la vie nationale béninoise et au-delà, que ce soit sur le plan politique, économique ou autre. Je saisis cette occasion pour vous renouveler également la disponibilité de la francophonie à renforcer particulièrement la coopération déjà riche entre notre organisation et le Bénin, notamment dans le domaine de l'innovation et du numérique ou encore en faveur de l'autonomisation économique des femmes. J'attends notamment de m'accorder à votre disponibilité au mois de juillet pour lancer la consultation des ministres chargés du numérique. Je vous prie de croire, Monsieur le Président de la République, en l'assurance de ma très haute considération. Louise Mouchikiwabo, secrétaire générale de la francophonie. Je l'annonçais en titre, l'Union progressiste aux cheveux des militaires blessés lors des élections électorales. Des responsables du parti leur ont rendu visite à l'hôpital d'instruction des armées. La délégation est conduite par Bruno Amoussou. Le point avec Patrick Diossou et Bruno Roteco. Hôpital d'instruction des armées. Au pas de course, les membres influents de l'Union progressiste ont progressé vers le responsable des lieux, le directeur Félicien Runto, qui lui a permis de visiter les blessés. Une visite guidée où l'émotion était à son comble devant les traumatismes physiques et psychiques subis par les blessés, nullement solitaires. L'Union progressiste leur étant solidaire. Vous n'êtes pas seul, nous sommes là. Nous ferons en sorte que de telles situations ne se reproduisent plus. Personne ne peut souhaiter ça. Le souhait actuel, c'est le prompt rétablissement de ces défenseurs de la nation. On a beau dire qu'on est préparé parce qu'on a regardé à la télévision les reportages. Lorsqu'on vient sur le terrain ici et qu'on voit les traces, on voit les manifestations, on voit des personnes qui n'ont rien fait d'autre que de défendre leur pays, être dans la situation où nous les avons trouvés, on ne peut pas ne pas s'interroger sur le sens que chacun de nous donne au vivre ensemble, le sens que chacun de nous donne au pacifisme, le sens que chacun de nous donne à la façon de régler les différends qui peuvent nous opposer. Vous vous souvenez sûrement que nous avons été aussi dans l'opposition. Mais jamais ce que nous venons de voir n'a pu se produire. Parce que nous croyions profondément et nous continuons de croire que le dialogue, la discussion peut permettre de régler les problèmes. Et que l'extrême violence que nous venons de voir n'est pas la solution. Nous, à l'Union progressiste, nous continuerons d'œuvrer pour la résolution pacifique des problèmes. L'opposition, comme la mouvance, nous sommes tous protégés par les forces de sécurité
publique et de défense. Nous n'avons pas à nous en prendre à eux. Plus jamais ça. C'est sous ce slogan que la délégation de l'Union progressiste est repartie de cette visite humanitaire. L'actualité, c'est aussi ce 28 avril où la communauté internationale célèbre la journée de la sécurité et de la santé au travail. Cette journée vise à promouvoir la prévention des accidents au travail et des maladies professionnelles. À l'occasion, le ministre du Travail et de la fonction publique s'est adressé aux employeurs et travailleurs béninois. Le thème retenu cette année par l'Organisation internationale du travail OIT est anticiper, se préparer et répondre aux crises. Investir maintenant dans des systèmes de sécurité et de santé au travail résilients. Ce thème s'inscrit bien dans le contexte sanitaire mondial actuel. En effet, la pandémie de la COVID-19 a conduit les gouvernements, les employeurs, les travailleurs et l'ensemble de la population à relever des défis sans précédent liés aux manifestations du virus SARS-CoV-2 et à ses nombreuses conséquences néfastes sur le monde du travail. C'est ainsi que l'adoption de nouvelles modalités de travail, telles que le télétravail, offre de nombreuses facilités aux travailleurs, mais il s'accompagne de risques potentiels en matière de sécurité et santé au travail, notamment des risques psychosociaux tels que le stress. C'est pourquoi le thème retenu recommande la mise en œuvre des stratégies de renforcement des systèmes nationaux de sécurité et de santé au travail, visant à accroître la résilience pour faire face aux crises actuelles et futures, en mettant à profit les leçons tirées et l'expérience acquise dans le monde du travail. Je profite de l'occasion pour lancer un appel à tous les employeurs de tous les secteurs d'activité de notre pays afin qu'ils s'investissent davantage dans l'installation des systèmes de sécurité et de santé au travail résilients dans l'optique de limiter et de prévenir la propagation aussi bien de la COVID-19 que de toute autre affection pathologique sur les lieux de travail. Pour ce faire, il est important pour les employeurs, d'une part, d'inventorier les risques liés au travail dans leurs entreprises, ainsi que les actions de prévention existantes, et d'autre part, de réfléchir aux nouvelles mesures à déployer et de les mettre en œuvre. Pour l'atteinte de ces objectifs, il nous revient, chacun à son niveau, gouvernement, chef d'entreprise, syndicats, travailleurs, de jouer pleinement sa partition pour le bien-être de tout un chacun sur les lieux de travail. Et on en vient à présent au Conseil national du dialogue social qui est en session extraordinaire. Objectif, analyser plusieurs dossiers au titre de l'année 2021. Je vous propose de suivre le président à l'ouverture de la session au micro de Axel Dancy. Le bureau exécutif national du CNDS vous convie à cette session extraordinaire qui va examiner des dossiers liés à la mise en œuvre de notre plan annuel de travail au titre de l'année en cours. Il s'agit essentiellement de l'étude et l'adoption de la répartition des propositions d'amélioration aux tests fondamentaux du CNDS. L'étude et l'adoption des thèmes de référence de l'atelier sur la mise en œuvre des recommandations de l'étude relative à la promotion des conventions collectives de travail de branche. L'étude et l'adoption des thèmes de référence de l'atelier de réflexion sur le thème le dialogue social au service d'une fiscalité de développement, la migration de l'économie informelle vers l'économie formelle. À ce niveau plus particulièrement, il s'agit de satisfaire à l'une des recommandations de l'atelier de réflexion organisé du 23 au 25 octobre 2019 sur la fiscalité de développement, qui a conclu que cet objectif ne peut être atteint
sans tenir compte de l'équité sociale et de l'élargissement de la base fiscale qui ne saurait être réalisé que par un dialogue social franc et constructif avec les acteurs du secteur. Nous aurons à étudier le projet de thème de référence dont la réalisation bénéficiera de l'appui financier de notre partenaire, la CNV internationale. Signature d'accords de coopération entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique FAGAS et l'institution italienne Export Training Cooperation. À travers cet accord, les deux structures veulent contribuer à l'amélioration des performances des petites et moyennes entreprises. Le point avec Oseni Adeleki. Cette signature d'accord entre le Fonds africain de garantie et de coopération économique et l'institution italienne Export Trading and Cooperation va permettre à ces deux organisations de mettre en commun leurs compétences, leur savoir-faire et leurs moyens financiers pour la promotion des initiatives entrepreneuriales en Afrique. Cette signature revêt un intérêt particulier pour le Fonds car elle consacre en réalité la volonté manifestée des deux institutions depuis plusieurs années, mais qui n'a pu se concrétiser en son temps. Ce protocole d'accord scelle l'engagement formel entre nos deux organisations à travailler ensemble pour améliorer les performances des petites et moyennes entreprises africaines et ce faisant, des hommes et des femmes qui vivent dans les pays d'intervention de nos deux institutions. Ce protocole d'accord est fondé sur des principes et objectifs partagés et s'appuie sur des mécanismes. Cet accord s'appuie sur des mécanismes tels que le partage des portefeuilles de projets, la structuration des projets d'investissement, l'analyse technique et financière des projets d'investissement, le partage des risques de contrepartie, le renforcement des capacités, l'organisation des conférences et séminaires pour mettre nos clients au même niveau d'information, c'est-à-dire nos clients africains et nos clients européens. Nous avons pu écouter en fait tous les éléments qui sont à la base de notre partenariat, la coopération, le partage des risques, l'analyse technique, les transferts de compétences et de capacités. On fera de ça la base, les piliers pour notre coopération. Ce nouveau partenariat vient renforcer le dynamisme du FAGAS qui se met en avant-garde de l'innovation à travers des programmes d'assistance technique et des formations continues pour le financement des initiatives de développement en Afrique. Et toute autre chose à présent dans cette édition. La première édition du concours d'orthographe JPEL sans faute a pris fin ce week-end. Des meilleurs élèves et étudiants ont été identifiés au cours de cette compétition et ont été primés. Plus de 600 candidats ont pris part à ce concours. Le point avec Axel Dancy et Bernard Diobé. Le champion du concours d'orthographe JPEL sans faute, le voici. Oriol Mauriac, d'Ossa 11, à cette phase du jeu, inverse l'ordre, surprend ses adversaires. L'étudiant en administration générale et territoriale emballe l'assistance à chaque passage par la justesse de l'orthographe des mots qu'il épelle au jury. Je suis content d'avoir gagné la première place. Et bon, je dirais que les autres n'ont pas démérité également. Puis il y avait certains mots que je ne connaissais pas. Mais grâce à ce concours maintenant, j'ai pu maîtriser l'orthographe de ces mots. La définition, l'origine, la nature, ainsi que l'utilisation dans une phrase. Ursula, la seule élève à avoir atteint le carré d'axe, constitué de 4 candidats, dont 3 étudiants, brille aussi par ses talents, mais occupe la 3e place à l'arrivée. En quelque sorte, j'ai été déçue parce que je pouvais mieux faire selon moi. Et je suis aussi contente parce que parmi les étudiants, je suis la seule élève à avoir atteint la phase finale. À cette finale, ils sont 7 élèves à rivaliser avec 4 étudiants. Blessed, élève en classe de 6e, fait partie des finalistes. Elle chute après le premier tour de cette phase, pourtant ne s'avoue pas être vaincue. Je suis déçue, mais je me battrai, je me bagarrerai et j'apprendrai pour gagner les éditions prochaines. Près de 700 candidats ont commencé ce choc des cerveaux en décembre 2020. Aujourd'hui,
Le comité d'organisation du concours se félicite d'avoir relevé le défi. Je peux dire que l'objectif est atteint parce que à l'intérieur, il n'y avait pas que les 11 finalistes. Donc cela ne pénalise aucunement les élèves. Ça montre que nous ne sommes pas là pour forcément les prix, mais pour apprendre. Le concours d'orthographe J'épelle sans faute est à sa première édition. Sa particularité, élèves et étudiants subissent la même épreuve. Allons à présent à la découverte, mesdames et messieurs, d'un nouvel instrument de musique fabriqué à partir d'autres ingrédients de percussion. Son nom, Diego, c'est une innovation d'un jeune batteur béninois. Le point avec Patrick Djossou. Voici le Diego. Il se joue avec les mains ouvertes et les poings fermés. Et voilà son concepteur, Samuel Agossou, alias Sam Debord. Sam Debord parce que, vous savez, dans la musique, il y a le métronome qui intervient. Donc du coup, je suis le métronome dans l'orchestre. Donc du coup, Sam Debord. Et c'est comme ça que c'est parti, parce que c'est moi qui contrôle le métronome, c'est moi qui donne le tempo. Et le nouveau tempo, c'est le Diego. Diego, on a eu assez d'expérience en matière de percussion. On s'est inspiré de l'agriculture pour pouvoir donner une touche particulière. La touche particulière, ce sont les perles Djé et la calebasse Go, ce qui donne naissance au Diego. Diego est constitué de l'arbre qui s'appelle le calebassier. C'est un arbre qui donne ses fruits comme tout arbre. Ses fruits sont des calebasses, donc du coup nous on a réfléchi. On a trouvé une formule batterie tropicalisée. Vous avez le son de la grosse caisse et le son de la caisse claire. Le point fermé donne le son de la grosse caisse qui marque souvent les temps forts. Les mains ouvertes donnent les sonorités de la caisse claire. Et autour de ça, il y a des greffages. C'est-à-dire, je me suis créé un charleston. C'est toujours le calebassier. La plus petite calebassier au niveau de mon pied gauche. C'est ça qui représente mon charleston. La charleston, élément de la batterie, est un instrument de percussion idiophone composé habituellement d'une paire de cymbales accrochées à un pied à pédale. Utile pour battre aussi le temps et marquer le tempo. Ça me permet de battre le temps, ça me permet de faire le tempo comme je sens, quoi. Quand tu as le tempo, tu peux faire tout ce que tu veux, tu t'amuses là-dessus. Mais tout ça, il faut vraiment travailler ça. Il y a une coordination entre le corps et l'instrument. Une coordination du corps qui fait du Diego un instrument de gymnastique énergique et énergétique, tonique et thérapeutique. Diego thérapeutique pour éliminer le stress en jouant simplement. Du stress à la détresse financière, juste un pas que Diego empêche de faire en étant un instrument à la fois économique et artistique. Diego est un objet d'art pour la décoration. Aller de la décoration au décor, c'est aussi aller de l'économie à l'écologie. Diego est écologique pour préserver la culture africaine. La culture ici, tant culturelle que culturelle. Voilà donc un instrument qui retourne à la création en y prenant calebasse et perles pour revenir à la créativité en y faisant la recréation de la récréation. Le Diego, un instrument musical originel et original. Hors de nos frontières à présent, au Tchad, des manifestations ont éclaté à l'appel de l'opposition et à la société civile pour pousser la junte militaire à la démission. Et pendant ce temps, une cargaison de respirateurs et de concentrateurs d'oxygène en provenance du Royaume-Uni est déchargée. Le récit avec Marcel Arrossi. En début de matinée, des traces noires de pneus brûlés jonchaient le goudron pendant que d'autres brûlaient encore.
Des détonations de gaz lacrymogènes résonnaient ça et là. L'opposition et la société civile accusent la France de vouloir imposer aux Tchadiens une nouvelle dictature militaire. Mais avec la plus grande fermeté, Emmanuel Macron condamne la répression dans laquelle au moins 2 personnes ont été tuées. Je veux être ici très clair. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Les tensions entre les militaires et certains des nombreux groupes ethniques de Birmanie sont intensifiées depuis le putsch du 1er février. Fin mars, la faction s'était déjà emparée d'une base militaire, tuant 10 soldats. Plus de 750 civils sont tombés sous les balles de la police et de l'armée ces 3 derniers mois, d'après l'association d'assistance aux prisonniers politiques. Lundi soir seulement, un commerçant a été touché par un tir mortel à la poitrine. L'aide internationale d'urgence a commencé ce mardi matin à parvenir à l'Inde submergée par une vague épidémique d'une gravité sans précédent depuis le début de la crise mondiale, au moment où le Brésil, autre pays parmi les plus touchés, s'est opposé à l'importation du vaccin russe Sputnik V. Épicentre de la pandémie de coronavirus depuis plusieurs jours, avec un variant indien encore mal identifié, le pays le plus peuplé de la planète après la Chine enregistre quotidiennement de nouveaux records. Lundi, il a fait état d'un record mondial de 352 991 nouvelles contaminations et un record national de 2812 décès, entraînant la première aide internationale d'ampleur depuis le début de la crise sanitaire. Les personnels de santé et les familles de malades de tous âges sont désespérément en quête d'oxygène, de respirateurs, de lits, de civières. La situation en Inde est plus que déchirante, a résumé lundi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé qui a fourni des équipements essentiels au pays de plus d'1 milliard d'habitants. La première cargaison d'aide médicale britannique, contenant notamment 100 ventilateurs et 95 concentrateurs d'oxygène, a atterri ce mardi matin à Delhi. Au total, 9 conteneurs avec 495 concentrateurs d'oxygène, 140 respirateurs seront envoyés cette semaine, selon le Haut Commissariat britannique à New Delhi. D'ici la fin de la semaine, la France aura envoyé 8 unités de production d'oxygène et des conteneurs d'oxygène permettant d'alimenter jusqu'à 10 000 patients sur une journée, ainsi que du matériel médical spécialisé contenant 28 respirateurs, selon l'ambassade de France. Les États-Unis se sont, eux, engagés à envoyer des composants pour la production de vaccins, des équipements de protection, des tests à diagnostic rapide ou encore des respirateurs. L'Union européenne a promis de fournir, via son mécanisme européen de protection civile, une assistance à l'Inde. La chancelière allemande Angela Merkel a aussi annoncé une aide d'urgence, de même que l'Australie. Un immense nuage de sable apocalyptique qui dévore habitations, immeubles et usines. Cet impressionnant phénomène météo a été observé en Chine, dans la province du Gansu, provoquant pollution et accidents de la route. Ces tempêtes de sable sont fréquentes dans la partie nord du pays au printemps. L'impressionnante nuée jaune observée ce dimanche dans le comté de l'Aisne a été immortalisée depuis le ciel, donnant la mesure de l'événement. La télévision nationale CCTV a fait état de plusieurs accidents dus à la mauvaise visibilité. Les météorologues ont appelé les habitants à rester chez eux, fenêtres fermées, d'autres phénomènes similaires étant prévus mardi. Les tempêtes de sable qui surviennent dans le pays sont souvent originaires du désert de Gobi, immense étendue sableuse répartie entre la Chine et la Mongolie. En mars, l'une d'elles avait atteint Pékin, la plus forte depuis une décennie, a frappé la capitale. Le ciel était devenu jaune, la pollution atmosphérique avait bondi et les compagnies aériennes contraintes d'annuler des centaines de vols. Pour enrayer ces tempêtes, les autorités reboisent depuis plusieurs décennies les zones périphériques des déserts afin de créer une grande muraille verte destinée à bloquer le sable.
Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Et ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi.